Salut à toi voyageur, je suis Matt de Tesmania France, j'espère que tu vas bien. Bienvenue aujourd'hui pour ton nouvel épisode hebdomadaire de Tess Actu. Aujourd'hui, on va parler des LFP de la Model 3 qui ont apparemment des problèmes d'après notre presse française. Vous allez voir, c'est un sujet assez qualitatif, assez vaste, mais ensuite on va parler de Starship, mais aussi d'Elon Musk qui déménage apparemment, et ça va être aussi intéressant. Et par ailleurs, aujourd'hui, j'ai aussi voulu traiter un sujet important qui me tient énormément à cœur, c'est l'approche de Tesla autour du recrutement et de l'inclusion de ses employés, donc c'est parti. On débute pour une fois avec Starlink dans un format Tess Actu. Tout d'abord, la FCC, donc qui est le contrôleur des communications aux États-Unis, a accordé à SpaceX des subventions fédérales d'une valeur de 885,5 millions de dollars. Donc c'est un objectif, c'est pour soutenir l'accès à Internet à haut débit en zone rurale, et c'est dans 35 États où SpaceX va devoir déployer son service et du moins rendre accessible son service. Ces subventions seront distribuées au cours des 10 prochaines années, c'est-à-dire que SpaceX ne touche pas maintenant la somme astronomique. Dans un second temps, on a aussi plus d'informations autour du déploiement de Starlink en Europe. On sait que Starlink devrait arriver en Europe et en France vers début 2021. On sait que la Grèce est visée aussi par cet objectif, et cet objectif-là accorde une arrivée au T1 2021, c'est-à-dire au premier trimestre. Pour l'instant, on n'a aucune information pour la France, mais on devrait avoir Starlink très prochainement dans les mois qui suivent. Autre petite actualité, beaucoup de personnes ont demandé sur des vidéos qu'on avait fait autour de Starlink les performances en temps de pluie. Eh bien, je viens vous annoncer que pour l'instant, les performances en temps de pluie, c'est-à-dire quand le temps est pluvieux ou qu'il fait gris, Starlink n'a pas de problème. On reste par exemple ici sur du 149 mégabits par seconde, du 26 mégabits par seconde en upload, 26 millisecondes. Par contre, là où Starlink a un problème, c'est la neige, mais ça de toute façon il l'avait annoncé. Bon, déjà des fois ça peut bloquer la parabole. Starlink n'est pas, enfin là, du moins la parabole aujourd'hui n'est pas faite pour résister à un froid trop extrême. On en avait parlé dans une vidéo la dernière fois, mais c'est surtout que la neige peut bloquer le mécanisme de rotation. Là, sous une performance à la neige, le débit était de 19 mégabits par seconde en descendant, en montant 7 mégabits par seconde et 45 millisecondes en latence, c'est-à-dire le ping, pour le même utilisateur, le même endroit. Tout cela dans une zone rurale. Donc oui, on note quand même une baisse significative quand il neige, mais les utilisateurs Starlink rappellent que sans Starlink dans une zone rurale, ils atteignent souvent des débits moindres. Il y a une notion importante à prendre en compte, c'est que la totalité des services internet via satellite ne sont pas performants sous la neige. Donc pour l'instant, il n'y a pas de gros changements comparés aux autres. Ces derniers temps, on voit beaucoup de personnes qui déclarent que Starlink est cher, mais il ne faut pas oublier, à chaque fois on le répète, que le prix d'abonnement pour Starlink sera revu à la baisse en fonction des marchés. Donc voici le tarif mensuel d'un abonnement internet en zone rurale dans le Minnesota. Il faut compter 104,95 $ par mois pour 5 mégabits en descendant et 2,5 mégabits en montant, alors que l'abonnement Starlink a un prix de 99 $ pour environ 140 mégabits par seconde en descendant et 20 mégabits par seconde en montant. Donc on voit bien qu'au final, Starlink peut rester avantageux. Les liens et toutes les sources sont en description. Alors enchaînons aujourd'hui avec Tesla qui a fait un rapport très intéressant, du moins qui nous a publié un petit PDF qui est très sympathique. Vous pouvez y accéder dans la description. Alors c'est un sujet qui me tient à cœur parce qu'on avait déjà fait une vidéo un petit peu sur la diversité au sein des entreprises d'Elon Musk. Aujourd'hui, regardons le rapport. On voit que 60% des employés Tesla sont issus de communautés sous-représentées, c'est-à-dire on retrouve 21% de personnes d'origine asiatique, des personnes qui ont la couleur de peau noire, ou encore des personnes d'origine hispanique, d'origine des ethnies variées. Donc voilà, et on retrouve 34% de personnes qui ont la couleur blanche, et on a une diversité présente, et ça c'est plutôt positif. Quand on voit la moyenne dans l'industrie, on voit 59% de personnes qui ont la couleur blanche et seulement 33% de communautés sous-représentées.
plus 1% d'origine et d'ethnie assez variée. Donc Tesla arrive à atteindre son objectif. Alors maintenant sur la parité femmes-hommes, alors il faut prendre en compte ce sont bien sûr le sexe féminin et masculin. Chez Tesla déjà elle est supérieure à la moyenne, on retrouve 21% d'employés du sexe féminin et 79% d'employés de sexe masculin dans cette entreprise. La moyenne dans ce secteur est de 17% et de 83%, c'est-à-dire 17% sexe féminin et 83% sexe masculin. Il est important à noter que le sexe féminin dans cette industrie, donc dans le secteur technologique et automobile, est assez sous-représenté. Mais tout d'abord, Tesla souhaite continuer sur cette voie et miser sur la diversité, donc que cela soit sur les ethnies, les orientations sexuelles ou encore les milieux sociaux. L'entreprise a d'ailleurs des groupes de ressources pour les employés, tels que LGBTQ à Tesla, Black at Tesla ou encore Women in Tesla. Pour vous donner un petit exemple, pour réduire tous ces écarts, Tesla souhaite continuer de développer des programmes de stage pour donner des chances à tout le monde. Elle veut aussi continuer ses événements de sensibilisation autour de l'ingénierie chez les jeunes étudiantes pour promouvoir le secteur auprès de ces personnes. Il y a quelques mois, Tesla avait déjà publié le rapport d'impact 2019, il nous en avait déjà parlé. Tesla avait reçu le titre du meilleur employeur sur les critères de diversité par Forbes et un indice à 100% d'après HRC avait été donné pour l'égalité au sein de l'entreprise. Donc on part sur un aspect très important de l'entreprise où Tesla rayonne sur ce sujet-ci. On va se rapprocher ensemble du Texas, mais cette fois-ci avec Elon Musk parce que l'entrepreneur a décidé de déménager au Texas et de partir. Alors ce déménagement a lieu suite à plusieurs raisons. Donc d'abord une raison de fiscalité qui est plus intéressante au Texas, ou encore on a eu plusieurs tensions ces mois derniers avec le comté d'Alameda qui n'a pas voulu réouvrir Tesla suite à la Covid, suite à la pandémie. Ça avait un petit peu énervé Elon Musk et tous les employés. Ça a mis beaucoup de temps et une latence administrative énorme, mais aussi il y a un objectif de se rapprocher de Boca Chica. Et on a aussi le site de la Terrafactory d'Austin qui est encore en construction. Dans cette dernière partie, on va parler du projet Starship / Super Heavy. On va pas forcément parler des avancées de fabrication parce qu'il n'y a pas eu non plus beaucoup de choses. Néanmoins, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir toutes les actualités tous les jours au quotidien, pour avoir accès aux photos et aussi aux informations précieuses à avoir autour de ce projet. Les liens sont dans la description. Par ailleurs, mercredi soir, SN8, donc le prototype de Starship, a effectué un premier vol à haute altitude. Tout s'est bien passé jusqu'à un certain moment, on est d'accord. Donc le prototype a fait une ascension fulgurante grâce aux 3 Raptors qui étaient logés dans la jupe. Ensuite, nous avons eu cette fameuse rotation du prototype à l'aide des flaps. Et puis le réatterrissage qui a été assez mouvementé. En réalité, même s'il y a une explosion, c'est une réussite pour SpaceX, ils ont pu récolter beaucoup de données pour améliorer le prototype et le protocole de lancement pour la suite, c'est-à-dire tout cela sur SN9 quand ça sera son tour pour faire des essais. Alors pourquoi le prototype a eu du mal à atterrir? C'est tout simplement qu'il y a eu un problème au niveau du réservoir d'atterrissage qui stocke donc le méthane, où la pression était trop faible, ce qui a influencé forcément la poussée des Raptors. Les Raptors n'ont pas réussi à freiner le prototype et puis le prototype est arrivé trop vite. Il n'a pas pu déployer ses pieds d'atterrissage, l'impact et puis boum. Bien évidemment il y a eu assez de LOX et de méthane. On voit bien que l'explosion était assez belle. Actuellement SpaceX sont en train de nettoyer le pad et SN9 rejoindra ensuite le site de lancement pour effectuer des essais du style test cryogénique, allumage statique, puis un vol. Alors dès maintenant, nous allons parler d'une affaire assez importante que la presse française dont Autopropre a relié, donc oui, je ne cite pas le nom en entier, pour éviter d'avoir des problèmes, sinon ça serait absolument dommage. D'après eux, les LFP de KTL, donc les cellules LFP présentes dans les modèles 3 et SR+, produites en Chine, rencontrent des défauts de vérification par le fabricant KTL. Alors en ce qui concerne Autopropre, les gars n'ont cité
aucune source, ils n'ont même pas mis le lien de l'article original. L'article venait de Sina Finance, où cette situation en gros avec les LFP donnait une autonomie de seulement 200 km en hiver, d'après des propriétaires Tesla. Bien sûr, il n'y a pas vraiment de source de Sina Finance, c'est juste des sources internes. Bon, c'était un petit peu complexe. Du coup, je suis allé faire l'enquêteur auprès d'une communauté, auprès de la communauté Tesla China, puisqu'on a peu de ressources avec eux, on peut pas trop communiquer. J'ai dû passer par l'intermédiaire de Ray for Tesla, qui lui nous apporte beaucoup d'informations autour de l'impact de Tesla en Chine. Il m'a déjà parlé que la communauté en Chine n'avait pas trop parlé de cela, qu'il n'y a pas de problème autour de l'AFP. Il a aussi dit que le problème de ce média, c'est que le monsieur qui a écrit l'article a souvent fait des articles fake news autour de Tesla ces dernières années, donc c'était pas un article forcément viable à prendre en compte. Et il est revenu me voir m'annonçant qu'il a poursuivi ses recherches auprès de sa famille et de ses amis et a pu questionner une large partie de la communauté là-bas. C'est que KTL ni Tesla a affirmé que les cellules LFP ont un problème de vérification ou de fabrication, contrairement à ce qui est dit un petit peu dans l'article en chinois. Et en outre, la baisse d'autonomie en hiver est en fait classique et ce qu'on voit déjà sur les véhicules actuels, c'est-à-dire les modèles 3 actuels, et même sur tous les véhicules électriques et même sur notre smartphone. Voilà, de toute façon le froid fait perdre de l'autonomie sur nos appareils. Alors ce problème normalement sera résolu avec la pompe à chaleur disponible sur les SR Plus 2021. Donc oui, c'est malheureux, oui c'est comme ça, mais au moins aujourd'hui on connaît ce qu'il s'est passé autour de l'affaire des LFP. Alors par contre, je sais que j'ai vu récemment avec des clients européens qui ont rapporté que la puissance de recharge était plus faible sur les LFP. J'ai essayé de voir si la Chine avait le même problème. Ils n'ont pas de problème, voire même c'est plus puissant. Et normalement cela sera résolu dans les prochains jours, enfin en fonction que la SR Plus qui arrive en Europe puisse faire la mise à jour qui permet d'adapter le logiciel, sachant que le logiciel avec les LFP a pour l'instant du mal à faire des estimations autour de la charge et de l'autonomie. Donc on est fixé, on verra ça dans les prochaines semaines, mais j'ai apporté tout ce que je savais autour de l'affaire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez toutes les sources, elles sont en description. Nous on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Abonne-toi à la chaîne YouTube. C'était Matt de Testmania France. Allez, bye.